نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Alep, le régime se rapproche de son objectif. Les forces pro-gouvernementales contrôlent 60% de la ville. Les combats se concentrent dans les quartiers de Karam al-Miassar et de Char. Les Italiens voteront-ils en faveur d'une modification de leur constitution? Un référendum a lieu dans tout le pays à l'initiative de Matteo Renzi, le chef du gouvernement. Si le texte passe, l'Italie devrait tourner la page du bicamérisme. Les funérailles de Fidel Castro viennent de s'achever à Santiago de Cuba. Après 9 jours de deuil national, les cendres de l'ex-président ont atteint leur dernière destination. Le père de la révolution cubaine a été inhumé au cimetière Sainte-Iphigénie. Au 20e jour de son offensive sur Alep, le régime syrien se rapproche de son objectif, reconquérir la totalité de la deuxième ville du pays. Selon l'OSDH, les forces pro-gouvernementales contrôlent à présent 60% de la métropole. Celle-ci est divisée depuis 2012 entre forces pro-gouvernementales et rebelles. Et ces derniers tentent de résister malgré tout, alors que bombes et barils d'explosifs continuent de s'abattre sur Alep-Est. Selon l'OSDH, de violents combats ont lieu actuellement dans le quartier de Karam el-Miassar ainsi que dans ceux dont le régime s'est emparé hier. Les forces pro-régime qui espèrent maintenant prendre le contrôle du quartier de Char afin d'acculer les rebelles dans des zones du sud-est de la ville. Le pouvoir de Bachar el-Assad et ses alliés russes font en effet fi des protestations internationales pour dénoncer les crimes de guerre actuellement perpétrés à Alep. Impuissante à peser sur la situation, l'opposition politique syrienne a lancé ce dimanche un nouvel appel pour autoriser l'entrée d'un convoi humanitaire pour soulager les civils. Le Haut Comité des négociations demande au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre ses responsabilités. Au moins 311 civils, dont 42 enfants, ont été tués dans les quartiers rebelles d'Alep depuis le lancement de l'offensive. Près de 70 personnes ont par ailleurs été tuées dans des quartiers gouvernementaux par des tirs rebelles. Un bus emmenant des Syriens vers un quartier repris par l'armée syrienne est arrivé dans le nord d'Alep hier soir. Des dizaines d'Alepins qui avaient fui il y a plusieurs mois ont été emmenés dans ces bus donc gouvernementaux pour revoir leur maison dans les quartiers récemment repris aux insurgés. Je vous le disais en titre, les Italiens voteront-ils pour changer la constitution du pays? Ils sont appelés aux urnes ce dimanche pour un référendum porté par le chef du gouvernement Matteo Renzi. Cette réforme vise notamment à en finir avec le bicamérisme. Valériane Gauthier nous en dit plus. En tenue décontractée et le sourire aux lèvres, Matteo Renzi est venu déposer son bulletin de vote. Le chef du gouvernement sait qu'il joue avec ce référendum son avenir politique. En cas d'échec, il a promis de démissionner. Pour lui, la réforme de la Constitution héritée de l'après-guerre doit permettre d'accélérer le travail législatif et d'en finir avec l'instabilité politique dans un pays qui a vu défiler 60 gouvernements depuis 1948. Entre le si et le no, les électeurs sont divisés. Je suis pour mettre un terme au bicamérisme, que je trouve redondant. Il est né pour des raisons historiques, dans la période post-fasciste. Je suis contre cette réforme pour une raison simple, parce que je pense que les pouvoirs doivent être partagés par plusieurs partis politiques et que l'on ne doit pas s'en tenir au vote d'une majorité. De la Forza Italia de Silvio Berlusconi au mouvement 5 étoiles, en passant par tous les extrêmes et même des frondeurs du Parti démocrate de Matteo Renzi, une grande partie de la classe politique a appelé à voter non. Il dénonce une trop forte concentration des pouvoirs dans les mains du chef du gouvernement. L'incertitude quant aux résultats provoque des sueurs froides en Europe et sur les marchés financiers. Après le choc du Brexit et la montée des mouvements populistes, beaucoup redoutent une nouvelle phase d'instabilité dans la troisième économie de la zone euro. Également en Autriche, invalidé en mai pour irrégularité procédurale. Ce second tour avait été reporté en octobre. Il a finalement lieu ce dimanche. En lice pour ce scrutin présidentiel, deux candidats, celui d'extrême droite Norbert Hofer et l'écologiste Alexander Van der Bellen, victorieux au printemps dernier.
Plus de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes et un choix diamétralement opposé. D'un côté, Alexander Van der Bellen, candidat indépendant soutenu par les écologistes. De l'autre, Norbert Hofer, candidat du FPE, le parti d'extrême droite. Alexander Van der Bellen, l'ancien militant social-démocrate de 72 ans, parti ensuite chez les Verts, s'est pourtant présenté sans étiquette politique. Professeur d'économie à la tête des écologistes pendant 11 ans, il a su fédérer à droite comme à gauche. Lui-même fils d'immigrés, Alexander Van der Bellen est un Européen convaincu. Il s'agit de choisir le chemin que doit suivre notre pays, l'Autriche. Voulons-nous rétablir nos vieilles frontières et affronter l'avenir seul ? Ou bien voulons-nous que l'Autriche reste un membre important de l'Union européenne ? Un avenir bien différent de celui de Norbert Hofer, l'eurosceptique. Ingénieur aéronautique de formation, l'homme de 45 ans a très tôt rejoint les rangs de l'extrême droite, dont il a pris soin de polisser l'image. Profitant de la hausse du chômage et de la crise migratoire, il dit vouloir rendre l'Autriche aux Autrichiens, allant jusqu'à inscrire dans son programme la notion de préférence nationale, pour favoriser les Autrichiens à accéder à certains emplois face aux réfugiés venus selon lui profiter des allocations. Il y a plusieurs centaines de millions de gens dans le monde qui touchent moins d'1 euro par jour. Savez-vous ce que ces gens se disent lorsqu'ils apprennent qu'il y a un pays où l'on touche 900 € sans même avoir à travailler? Quel genre de message leur envoie-t-on? Un mauvais message. Si le président autrichien a davantage un rôle protocolaire, il peut néanmoins, sous certaines conditions, révoquer le chancelier et dissoudre le Parlement. Et puis les bureaux de vote ont ouvert ce matin enfin en Ouzbékistan. Ce scrutin présidentiel doit permettre de nommer le successeur du chef d'État Islam Karimov, décédé il y a 3 mois après un quart de siècle de règne. Shavkat Mirzoyev, 59 ans, fait figure de grand favori pour remporter ce mandat présidentiel de 5 ans. Il est le candidat du Parti libéral-démocrate dont était issu Islam Karimov lors des dernières élections en 2015. On se retrouve dans quelques instants. Restez des nôtres. Les funérailles de Fidel Castro viennent de s'achever à Santiago de Cuba. Après 9 jours de deuil national, les cendres de l'ex-président ont atteint leur dernière destination. 9 jours durant lesquels l'urne avait été promenée à travers tout le pays. Ces cendres ont été inhumées au cimetière Sainte-Iphigénie de Santiago de Cuba, la ville même où avait commencé la guérilla. Le père de cette révolution a rejoint ainsi sa figure de proue intellectuelle, le père de l'indépendance de l'île, José Martí. En France, le Parti socialiste tente de donner du souffle à sa primaire pour la présidentielle de 2017. 2 jours après l'annonce de François Hollande qu'il ne se présenterait pas, le premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, a lancé un appel à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le PS lance sa primaire. L'ex-ministre de François Hollande amorce aussitôt une entreprise de démolition de l'initiative. Ce matin, Emmanuel Macron explique dans le journal du dimanche qu'à ses yeux, quand on prétend présider aux destinées d'un pays, on n'est pas là pour s'enfermer dans des querelles de clans. Pour lui, le vainqueur de cette primaire n'arrivera pas à rassembler. Si Arnaud Montebourg sort de la primaire, vous pensez que Valls le soutiendra? Si Manuel Valls gagne, pensez-vous que les soutiens d'Arnaud Montebourg ou de Benoît Hamon iront derrière lui? Cette primaire, c'est OK Choral. Je lance un appel hier, à Emmanuel Macron, lors du meeting parisien qui inaugurait la primaire de la gauche, Jean-Christophe Cambadélis appelait Emmanuel Macron à rejoindre la compétition. Malgré la rebuffade qu'il subit ce matin, le premier secrétaire du PS maintient sa main tendue. Pour lui, la démocratie, quand on s'affronte, eh bien, c'est OK Choral. Moi, je lui dis, on ne peut pas être président sans avoir de débat, sans avoir de combat. Il faut s'affronter un petit peu. On n'est pas dans l'univers ouaté des hauts fonctionnaires désignés par les politiques. Là, c'est le combat de la gauche. Et dans la gauche, on s'affronte et puis après, on se rassemble. La clôture de l'inscription pour les primaires est le 15 décembre. Emmanuel Macron, lui, est parti pour New York ce matin. En Gambie, après la défaite de Yahya Jammeh, le nouveau président Adama Barrow promet d'engager son pays sur la voie de la démocratie. Sa victoire a été accueillie dans la joie dans les rues de la capitale. Le récit de Serine Bey.
Une chanson en l'honneur d'Adama Barrow, leur nouveau président. Ces musiciens ont encore du mal à réaliser sa victoire. Laissons-le respecter le monde, travailler avec le monde. Et je pense que nous aurons une meilleure Gambie, une nouvelle Gambie. Je l'appelle dès maintenant Nouvelle Gambie. Une nouvelle Gambie après 22 ans de pouvoir sans partage. Le président sortant, Yahya Jammeh, a très rapidement reconnu sa défaite face à Adama Barrow, qu'il a d'ailleurs félicité. Dans un entretien accordé à France 24, le président élu revient sur la défaite de son adversaire. Il sait ce qu'il se passait dans ce pays. Il a été au pouvoir 22 ans et cette année est différente à tout point de vue. Les gens étaient prêts, les gens n'avaient pas peur, ils savaient que c'était la fin de son parcours. Ces habitants de la capitale félicitent leur président qui veut marquer le début d'une nouvelle page pour son pays. L'une des premières mesures qu'il pourrait prendre, la libération de prisonniers politiques dès la semaine prochaine. Depuis vendredi soir, la majorité de la population exulte. Pour elle, Adama Barrow incarne l'espoir d'une vie meilleure. Je suis contente. Je ressens de la joie, de la liberté. J'ai un nouveau président. Tout va bien. Le président élu prendra ses fonctions dès le mois de janvier. Depuis l'indépendance de la Gambie en 1965, il est seulement le 3e président de l'histoire du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À Alep, le régime se rapproche de son objectif. Les forces pro-gouvernementales contrôlent 60% de la ville. Les combats se concentrent dans les quartiers de Karam El Miesser et de Char. Les Italiens voteront-ils en faveur d'une modification de leur constitution? Un référendum a lieu dans tout le pays à l'initiative de Matteo Renzi, le chef du gouvernement. Si le texte passe, l'Italie devrait tourner la page du bicamérisme. Les funérailles de Fidel Castro viennent de s'achever à Santiago de Cuba. Après 9 jours de deuil national, les cendres de l'ex-président ont atteint leur destination finale. Le père de la révolution cubaine a été inhumé au cimetière Sainte-Iphigénie. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي